cette session avec ma collègue Madame Yacine Djibou, fondatrice de Speak Up Africa. Cette session porte sur les leçons apprises portant sur les expériences communautaires, locales, régionales, nationales, mais particulièrement centrées sur la résilience environnementale. Les leçons tirées des différentes échelles d'intervention soulignent la nécessité absolue et l'importance toute particulière de l'engagement local, de la coordination régionale, de l'intégration nationale des politiques et des partenaires multisectoriels pour bâtir une résilience environnementale effective. À titre d'exemple, la leçon que nous pouvons tirer de nos expériences au niveau communautaire est que si les initiatives communautaires réussissent, c'est parce qu'effectivement, l'approche a été inventée, structurée, mise en œuvre et capitalisée par la communauté. Cela signifie que les communautés devraient être considérées comme la ressource principale de construction de la résilience face aux chocs générés par notre environnement. Donc, ce panel va mobiliser un certain nombre d'experts qui vont partir de leur parcours d'expérience et avoir la générosité de partager avec nous les leçons qu'ils ont tirées de leur parcours d'expérience, mais essentiellement orientées sur la gestion du changement climatique reflétée par les modifications repérées au niveau de notre environnement. Je laisserai ma collègue Yacine gérer l'intervention de l'ensemble des panélistes, mais également des invités qui ont été identifiés et qui sont présents, soit dans la salle ou en ligne, pour pouvoir donc leur donner l'opportunité de partager leur expérience. Mais permettez-moi de vous présenter notre collègue Yacine. Yacine Djibou a fondé Speak Up Africa en 2011, d'ailleurs qui vient d'organiser une rencontre extrêmement stratégique ici même à Dakar. Donc, Yacine a mis en place Speak Up Africa en 2011 pour découvrir et mettre en œuvre des solutions efficaces et durables aux problèmes les plus difficiles auxquels sont confrontés les Africains. Speak Up Africa est une organisation basée au Sénégal, dirigée par des Africains qui se consacrent à la construction d'une Afrique où la croissance et le développement durable sont menés par les citoyens africains eux-mêmes. Yacine Djibou siège actuellement au conseil d'administration du partenariat Rollback Malaria pour mettre fin au paludisme, de l'Institut Sabine pour les vaccins et de Next Leaf Analytics
Elle a également exercé des fonctions consultatives auprès de plusieurs organisations, dont l'Alliance scientifique pour l'éradication du paludisme, Gene Covin, Global Collaborative et Unit Life. Auparavant, Yacine était directrice nationale du Sénégal pour Malaria No More, où elle a développé et géré le programme national visant à mobiliser l'engagement politique, le financement et l'innovation pour mettre fin au paludisme. Avant de consacrer sa carrière à la santé mondiale, Yacine Dibo a perfectionné ses compétences dans les domaines de la gestion stratégique, de l'administration des affaires, de la finance et de l'immobilier dans plusieurs entreprises du secteur privé. Donc, c'est cette personnalité à la fois politique, stratégique et scientifique que nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir au niveau de ce panel comme co-chair pour nous aider à manager ce moment de haute scientificité, mais également un moment de partage et de générosité basé sur l'intelligence africaine. Yacine. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, cher co-chair. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour cette importante session. Et si vous me le permettez, avant de commencer, je voudrais présenter mon co-chair comme il a eu l'opportunité de le faire pour moi. Donc, Dr Samba Korsar est l'actuel directeur de cabinet, comme je viens de le dire, du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il est titulaire d'un PhD en santé publique, chef de la division recherche de 2004 à 2024, secrétaire permanent du Comité national d'éthique pour la recherche en santé depuis 2009. Dr Samba Kor est actuellement le représentant du Sénégal à l'Assemblée générale de EDCTP et membre du comité de pilotage d'Avaref. Il est chargé d'enseignement à l'ISED et à l'UCAD et auteur et co-auteur de plusieurs articles scientifiques. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, et plus particulièrement pour moi en tant que votre co-chair. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos panélistes, aussi bien ceux qui sont ici en présentiel, mais également nos collègues qui sont en ligne, donc que j'aurai l'opportunité de vous présenter dans quelques minutes. Je voudrais également vous adresser à tous et à toutes donc mes salutations et mes remerciements donc pour participer à cette session. Donc aujourd'hui donc nous avons l'opportunité de pouvoir co-modérer cette session importante sur l'engagement des communautés à tous les niveaux, aussi bien au niveau global, régional que local, et nous avons avec nous d'éminents experts qui vont partager leurs expériences avec nous par rapport particulièrement à cette intersection entre le changement climatique et la santé publique, qui est un des plus gros défis que nous avons en ce moment au niveau mondial et au niveau de l'Afrique en particulier. Et nous voyons l'impact important au niveau de nos communautés en particulier. Et aujourd'hui, donc, nous aurons l'opportunité d'adresser ces points en particulier. Je voudrais donc prendre un moment pour introduire donc les 5 panélistes que nous avons avec nous. Comme je le disais, donc avec des expériences diverses et variées et qui pourront apporter une énorme contribution à cette discussion-là. Et je voudrais donc commencer, et maybe si vous le permettez également, je vais parler aussi bien en anglais qu'en français, afin de pouvoir favoriser les discussions avec les anglophones en anglais et les discussions avec les francophones en français. Donc, si vous n'avez pas de casque, merci d'en prendre un. Comme ça, vous aurez l'opportunité de pouvoir suivre les échanges. So firstly, it will be my privilege to introduce Mr. David Phillips, Associate Director at Gates Venture and lead of the Exemplars in Global Health Program. Who brings extensive experience in evidence-based approaches to global health challenges in Senegal. It's in the world, but here with us in Senegal. And it's a pleasure for us to have you here with us today.
And I would like to start with you in terms of being able to share with us some of what you've been able to see from the different experiences and you've had at all levels, and sharing with us more specifically if you consider the current scientific evidence base. Is it sufficient in order for African countries and communities to be able to strengthen environmental resilience? And if not, what do you think can be done to address that evidence gap? Over to you. Yes. Okay, great. Thank you for the question, and thank you for allowing me to be here. You know, the question is partly about my experiences, but the first thing before I even answer it, I should say is around my positionality here. As we were talking before, you know, as a man in a women's forum, as an older man in a youth forum, or getting older, and as an American man in an African forum, my own experiences, I don't think, are really the most important here. Really, the experiences that I'm here to talk about are from communities that are faced with the impacts of climate change and finding their own solutions and finding their own way. I'm a global health researcher, so I study the health of populations all around the world, and I've been fortunate enough to learn about and from some of those communities who are finding their own solutions to climate change and the impact that it's having on people's lives and health around the world. So I can share some of those experiences that I've learned about, but they're by no means my own. And I think that, you know, as somebody who comes from a country that is one of the largest contributors to climate change, the best that I can do is really to amplify those stories and try to create a platform where other communities can borrow the good ideas that are coming out at the front line, as was said this morning. So, for some examples, if we're talking about extreme heat and heat exposure, there are fabulous examples of actually rather traditional solutions, traditional architectural techniques from Morocco to India, from the American Southwest to Southeast Asia, that keep people cool without air conditioning, just based off of building materials and design around ventilation and shade. And if we're talking about drought, there are water management practices that are now really being revitalized through the scientific community and rigorous scientific studies in Ethiopia and in Ghana that are demonstrating the positive impact that simple solutions that have been used for hundreds of years, like micro dams and other small-scale irrigation practices, that they can have on the livelihoods of smallholder farmers in rural communities, and who are finding these solutions for themselves, like I said. If we kind of zoom out to the national level, there are examples there as well that are gaining international attention, such as policies in Burundi and Cote d'Ivoire that are really genuinely including health in their climate adaptation plans. Everything from better governance plans to integrated surveillance systems and early warning systems and implementation plans to act on them. And then for further examples, there are some countries that are really showing that they can do it. It's not just policies on paper, but there are real world successes that are happening. One example is the country of Cuba from the Americas. It's an island nation and it gets hit by a hurricane every few years. Really a major hurricane every 4 years passes through the island of Cuba. And being an island nation, evacuation is difficult. And yet, if you look at the data, and I have, on mortality rates after every hurricane in Cuba, they're remarkably low. You compare them to any other hurricane around the world, equal size, larger size, and the mortality in Cuba, they survive. There's a culture of resilience, and there are plans and practices that that communities around the nation can employ to weather the storm, really.
they've done so well and begun to receive so much international acclaim that now the nation of Japan is studying Cuba to learn their lessons, to understand what's going right that I can do in Japan. And I love this example. And I'll provide one more example and then bring the floor back over. Here in Africa, and it's around droughts. So again, I'm a data scientist. So looking at the data, there have been several devastating droughts with very different consequences around the continent of Africa. And two examples that I think are important to bring up are in 2008, there was a drought that was termed the drought of the century in Kenya. I mean, maybe there are some people in the room who were there and experienced it. And 2 years later, in Somalia, a similarly sized drought. Both impacted the lives of 4 million people. They were really devastating disasters. Crops were failing, livestock were dying, and people were faced with really severe inability to access water for themselves. In Somalia, 20,000 people died. It was a tragedy. 20,000 people died. This is the official statistic, and of course, the truth is probably much higher, but that's the direct mortality as a result of the drought, not to mention the malnutrition and displacement that may have come after. In Kenya, the same statistic was 4. Now that's probably an undercount. The truth is probably much higher. And I don't mean to diminish the severity of the disaster. Like I said, 4 million people's lives were impacted. But as bad as it was, that's a remarkably low number. As bad as it was, something went right. And there are lessons there that Somalia could have learned from, that the whole world could have learned from. And so your second question was around the evidence base. And I think it's really insufficient at the moment. The documentation and the storytelling around those big successes, around those positive examples of climate adaptation, around resilience, really has not been done systematically enough. I'm able to provide some examples, but really they're anecdotes at this point. There's really not a lack of a systematic approach to learning from the communities around the world that are finding a way to survive, like I said. And so my purpose for being here really is to start building that evidence base and ask any of you who are here to work with me in trying to document some of those examples. I work on a program called Exemplars in Global Health. It's based out of Gates Ventures, but it's really a multi-university research study with centers all around the world, and is dedicated to exactly this, of finding the positive outliers and really understanding from a scientific perspective what's going right. And we plan to do this with climate resilience now. And I'm excited for the ways in which that might provide that platform that I started by talking about, and amplifying some of the success stories and allowing others to learn from them. So thank you for the questions. Thank you very much, David. I think, how you said how important it is to have practical examples that go beyond the policies on paper. I think that's really a critical message. And certainly the amplification of these stories and the sharing of the knowledge is critical. And just wanted to address your first point around, not knowing why you're here. I think for all of us at Forum Galien Afrique, and with all of this work that we're doing, it's critically important to have a diversity of perspective. So just as much as we're always advocating to having the African perspective on global stages, we are also advocating to having global partners on our stages as well. So thank you for being here. Je vais à présent me tourner donc vers le docteur Fatou Fall Ndoye, donc, qui est la directrice exécutive de l'ONG ASCAN. Donc, Fatou Fall Ndoye donc, est une professionnelle chevronnée de la santé publique, titulaire d'un doctorat en médecine, d'un MBA en gestion stratégique et d'une maîtrise en santé publique. Elle travaille à travers différents projets de santé publique dans le domaine, et aussi dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de renforcement de capacités à tous les niveaux, avec différents partenaires aussi bien internationaux que locaux.
Et donc, Dr Fall, vous êtes la bienvenue. On est ravis de vous avoir ici. Et je voulais un peu poser une question similaire à celle que j'ai posée à David par rapport aux leçons que vous avez pu tirer de vos différentes expériences menées dans le cadre de vos différentes interventions et aussi en particulier comment la sensibilisation des communautés et l'engagement des jeunes peuvent jouer un rôle central dans le développement d'une résilience environnementale durable en Afrique. C'est tout bon là? OK. Merci beaucoup Yacine pour cette présentation et cette introduction. Je suis ravie de me retrouver à tes côtés, de retrouver Sambako, qui a été, comme tu l'as dit, qui est enseignant à l'ISET au niveau de l'école de santé publique et qui est mon maître, et autour de Namoudou, avec qui nous avons découvert des origines guinéennes de par ma mère et de trucs dont nous avons décrété que nous sommes cousins à présent. Et à côté de M. David Philippe, qui a donné effectivement beaucoup d'exemples. Et c'est vrai, je partage un de ses points de vue avant de parler des leçons que j'ai pu tirer de mon expérience terrain. Il y a énormément d'expériences avec les jeunes, avec les communautés, et je pense qu'il serait important de bâtir un genre de creuset où tous les échanges pourraient être rassemblés et ces initiatives pourraient être rassemblées et ces initiatives pourraient être expérimentées dans d'autres pays, et ce qui permettrait de capitaliser les efforts qui sont faits d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc, pour ce qui concerne l'expérience que j'ai eue, moi, je vais parler spécifiquement du Niger. Nous intervenons, ASCAN est une organisation de santé publique, nous intervenons sur 2 projets au Niger. Bientôt un 3e, oui. On va commencer un 3e projet le mois prochain. Nous intervenons dans le cadre du renforcement de la vaccination de routine et nous intervenons également dans le cadre du financement décentralisé dans les régions de Difa, Maradi, Zinder et également de Tawa, qui sont des zones frontalières et où on a souvent des nomades. Et ce que j'ai eu, moi, il y a 2 expériences que j'ai eues qui me parlent dans ce que nous avons fait au Niger. C'est d'une part, c'est l'adaptation des campagnes de vaccination aux contextes locaux, mais également l'utilisation des données pour un suivi ciblé dans le cadre de la résilience, pour un suivi ciblé et également anticipatif. Parce qu'on sait que les services de santé travaillent dans bien des cas avec les services de météorologie pour pouvoir capitaliser et pouvoir cibler certaines communautés qui sont des communautés spéciales. Donc, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai appris sur le terrain, il faut impérativement 2 choses pour une résilience. C'est d'une part l'implication des communautés, ça me semble fondamental dans le cadre d'une démarche inclusive, mais c'est également l'appropriation des communautés. Ce sont ces 2 impératifs qui me semblent évidents, l'appropriation et l'acceptation, aussi bien sur le plan social que sur le plan technique. Donc, je vais parler des 2 expériences. Les 2 expériences, c'était à Difa, à Zinder et également à Tawa. On sait que dans ces zones-là, ce sont des zones où vivent énormément de nomades. Et quand on sait les nomades, on sait que les nomades, ils se déplacent bien souvent en fonction des zones de pâturage et également des points d'eau. Donc, dans le cadre de la vaccination, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir accès à ces types de communautés. Et les gouvernements du Niger ont développé des stratégies spéciales parce que au niveau du Niger, on a également les stratégies spéciales pour les nomades, pour les stratégies urbaines, les réfugiés. En zone d'insécurité, on a tout un panel de 6 ou 7 stratégies compte tenu de la sensibilité de la zone. Donc, ces zones désertiques sont souvent confrontées à des défis pour accéder au pâturage, aux points d'eau, mais également aux services de santé. Et donc, les nomades ont un circuit sur lequel s'appuient les structures de santé pour pouvoir les suivre et pouvoir faire une approche intégrée de santé, aussi bien vaccination, santé de la mère et de l'enfant, mais également tout ce qui est approche nutritionnelle pour pouvoir développer des approches intégrées. Donc, du fait des changements climatiques, certaines zones sont devenues beaucoup plus arides. Et ça a totalement perturbé l'évolution, mais également le circuit des nomades au niveau de ces différentes régions. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui a été développé comme stratégie? Il y a eu 3 types de stratégies.
D'abord, au niveau de l'offre de services de vaccination, ils ont mis en place des équipes mobiles. Mais ces équipes mobiles, pour qu'elles puissent travailler, elles ont collaboré avec les leaders communautaires qui sont extrêmement bien structurés à ce niveau-là et qui ont travaillé avec également les chefs de groupements nomades pour pouvoir localiser et définir le circuit de ces différentes communautés pour pouvoir les retrouver. Donc, il y a une approche collaborative entre l'offre de services, mais également la communauté pour pouvoir définir le circuit. Il y a eu un modèle également d'engagement communautaire où l'ensemble de ces leaders communautaires sont impliqués à toutes les étapes du process, depuis l'étape de conception, de mise en œuvre des activités, et cette co-coordination permet d'assurer la continuité de la vaccination malgré les déplacements de la population. Mais ce qui a été le plus important, c'est également l'approche multisectorielle. Parce que, comme on a parlé tantôt des pâturages, des points d'eau, également des services de santé, il y a eu des approches, nous avons développé des approches multisectorielles, que ce soit avec l'agriculture, parce que les zones de pâturage, également l'environnement, mais également les services de santé. Et c'est seulement dans le cadre de cette approche multisectorielle qu'on a pu résoudre la problématique et pouvoir repérer ces nomades, pouvoir travailler aussi bien au niveau de l'environnement, de l'agriculture, mais également, bien sûr, en s'appuyant sur un modèle d'engagement communautaire extrêmement fort. Et la leçon qu'on peut tirer de cela, pour moi, c'est que les initiatives qui sont tirées, qui sont dirigées par les communautés elles-mêmes, sont souvent plus durables et adaptées aux besoins locaux. Et ça, je pense que c'est fondamental pour pouvoir arriver à pouvoir trouver ces personnes. Il y a un autre exemple que je voudrais donner, c'est l'utilisation de données pour un suivi ciblé et participatif. Les programmes de vaccination résilients utilisent des données de surveillance qui sont épidémiologiques, mais également météorologiques. Chaque année, pour la vaccination du fait des problématiques météorologiques, que ce soit la pluviométrie ou les températures, en fonction des données, les campagnes de vaccination contre la méningite sont corrélées entre l'environnement et les systèmes de santé. Et ils l'ont super bien développé au Niger pour que, à certains moments, en intégrant, vous voyez, au niveau de et chaque année, avant la saison sèche, on a un programme de vaccination de masse contre la méningite. Et ça permet de cibler les zones les plus vulnérables à temps et de prévenir efficacement les épidémies. Et en plus de ça, l'utilisation des données météorologiques a permis, avec les communautés, de pouvoir cibler les personnes âgées qui sont beaucoup plus en souffrance dans le cadre de ce type de problématique de résilience. Et donc, je pense que ce qui est fondamental, c'est de pouvoir dire que nos systèmes de santé, pour être plus résilients face au changement climatique, doivent adopter des stratégies innovantes et multisectorielles. C'est la seule possibilité. Et on était dernièrement à Marrakech lors du congrès qui a été organisé par le professeur Chouli, et cette approche multisectorielle a été prônée. Et je vois qu'il y a des initiatives. Il y a déjà le Fonds vert au niveau du ministère de la Santé du Sénégal. Et je pense que souvent, c'est des problématiques de santé, mais je pense qu'il est important. Il y a le COPIL qui est fait au niveau de la primature où on fait intervenir les différents départements ministériels, mais je pense qu'il y a une intégration encore plus poussée qui devrait avoir lieu et qui permette de pouvoir, pour avoir des systèmes de santé beaucoup plus résilients, l'approche multisectorielle me semble extrêmement importante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatou, pour ce partage d'expérience et vraiment pour nous avoir montré l'importance d'avoir cette appropriation des communautés, de pouvoir les mettre au centre des réponses, mais de manière encore plus importante, de pouvoir utiliser les données pour avoir des évidences, pour pouvoir faire le plaidoyer qui se doit. Donc, merci pour cela. I am now going to turn to our panelists joining us virtually. And I have the great honor and pleasure of welcoming Ms. Yvonne Aki-Sawyer, who's the mayor of Freetown in Sierra Leone, recently recognized by Time Magazine's inaugural climate list for her transformative work in urban environmental resilience,
So congratulations for that recognition and for all of the work that you do in Freetown, but also as a champion across Africa and globally. And I just want to make sure that Mayor Aki Sawyer is online and able to answer our questions. Yes, I'm online. Well, thank you so much for joining us. And I had two questions for you. The first one is similar to the questions I've been asking previous panelists around really what some of the lessons you are able to share with us that you've drawn from your different experiences at different levels of intervention at community level, local, regional, but also how that translates at national and global levels in terms of environmental resilience. And the second question is very specific to Freetown and some of the specific challenges that Freetown faces in terms of environmental resilience and how the city has responded through local initiatives. The floor is yours. Thank you very much. So I think one of the things that I would start with is just making the point that local action is probably where resilience really starts. There's a level to which national laws and policies play a very important role. But unless there's an local level, there's an appreciation at the local level. Confirm your speaking language. Okay, I'm speaking English. Sorry, I'm just being prompted. I'm confirming my speaking language. Great. All right, sorry about that. I shall start again. So as I was saying, I'm of the view that in order for there to be true resilience, there needs to be appreciation, acceptance, and understanding at the local level. Because even when you have policies at the national level, if those aren't being internalized and championed by communities, progress is going to be limited. That said, the national level has a significant role to play from the perspectives of policies and legislation, because there's a need increasingly now for us to tackle the impacts, the combined impacts and related impacts of rapid urbanization and the extreme weather patterns and other climate impacts, including extreme heat that we're seeing. So from the perspective of resilience and what lessons we've learned, I would say those are two major ones. Now, how does that translate into what we're doing in Freetown? I'll start with the national and the challenges when legislation and policy do not necessarily align with an appreciation of what is going on with the climate space. One of the major challenges that we face as a city is the combination of rapid rural-urban migration, a phenomenon that is now global. You see, in fact, the UN stating that by 2050, 75% of the world's population will live in cities. And across the continent of Africa, in Asia, in Latin America, we're seeing that a lot of that that migration, that expansion of the urban spaces is being fed by rural migrants. And rural migrants, and this is where the connection comes in, certainly in our context, are being driven from the rural areas because of climate change and because of the impact it's having on agriculture and on their subsistence. So you've got that population growth. And then again, one's ability or a city's ability to absorb this in a manner which enables resilience is very much dependent on land use policy, on having land tenure systems, land ownership systems, housing policies that enable those who are coming into the city to have access to the most basic need of every human being, which is a place to live. That will be combined
the land use policies are usually combined with development controls like building permits, rules around deforestation and so forth. Where those are absent, as in our case, in the case of Sierra Leone, land use planning and building permitting is done at the national level. And not surprisingly, it's consequently not really effective. A study done in 2018 showed that, or 2019 showed that 85% of properties did not have building permits. So that means you have properties springing up which are not only not controlled, but invariably take the risk of being constructed in areas which are environmentally damaging and creating additional vulnerability. So you see, from the perspective of resilience, you need there to be that legislative framework, which, whether it's done at the national level or the local level, I always advocate for the local level, but you need that national legislative framework, which will control the creation of the built landscape as urbanization increases, so that you have environmental considerations in order to ensure that those who are already vulnerable do not become more so. So that's what's going on at the national level. That's a pressure, a major pressure. And in our case, it's resulted in the creation of 82 informal settlements. And now about 40 to 45% of our residents live in informality. So what can you do? One of the things that we have done, and this is where the local comes in, this is where my conviction that you need to have local engagements, local ownership in order for change to be sustainable. And for resilience to be built. One of the things that we've done is Freetown the Tree Town, which is the planting, initially a target of 1 million trees. We're now at 1.2 million, and we've increased our target to 4 million trees. And those trees are being planted within communities by communities, with an appreciation of the disasters that happen, an opportunity for sensitization, but also an opportunity for job creation, an opportunity for, of course, minimizing some of the impacts of the vulnerability that we see. Just yesterday, in line with what we're seeing everywhere, these extreme weather patterns, there was heavy rainfall in Freetown on a day which, for us, the 24th of October, this is the end of the rainy season. We're not expecting heavy rains, but we had such a downpour. We had 4 people lose their lives, and they lost their lives as a wall collapsed and swept them away. So here you see that mix again. Policies around building permits, policies around building regulations, mix at a time, or set at a time when we have this changing weather patterns, extreme weather events, but at the local level, planting trees reduces the risks of landslides, protects water catchment areas, reduces heat, improves air quality, and most importantly, when it's done in community, it provides livelihood opportunities. So for us, the lessons, and that's just one example, but the lessons really are, you've got to have the community at the heart. You've got to have the policies at the national level, which are aligned to environmental protection. And that's the way that you build resilience. But for the people, that resilience currently, with the proliferation of informal settlements, which we're seeing on the continent, there's also a need for neighborhood upgrades, informal settlement upgrades. The Slum Dwellers International Association have a logo, a motto, which says, don't take the people out of the slum, take the slum out of the people. And that in itself is a way of building resilience. When you get the people, the communities involved in improving, because the slum is really the lack of the services, lack of drainage, sanitation, poor housing, lack of design. And building that resilience means having your communities involved in that process of determining what the problem is and creating the solutions. Thank you. Thank you very much, Mayor Aki-Sawyer, for your contributions and really reminding us once again how important it is to keep communities at the heart of all of the work that we do, but at the same time outlining what needs to be done at a local level and at a national level in order to be able to build the resilience. So thank you for your intervention. And I'm now going to switch back to French and turn over to our next panelist. Donc, j'ai à présent l'honneur de présenter le docteur Namoudou Keïta,
Donc, le docteur Keita est spécialiste de la santé publique et de la médecine sociale. Il travaille donc dans le domaine de la santé et du développement en Afrique depuis plus de 35 ans, donc une vaste expérience. Il a coordonné des activités de recherche et de formation en santé rurale et il a participé à différents projets de lancement et intervient vraiment à différents niveaux. Aujourd'hui, le docteur Keita donc, travaille au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, WAHO, et je vais donc à présent vous poser la première question donc, autour des leçons que vous avez tirées donc, de vos différentes expériences et plus particulièrement donc, par rapport à l'OAS. Comment est-ce que vous aidez les pays à intégrer la résilience environnementale dans leur système de santé et dans les politiques publiques? Merci beaucoup. C'était un grand honneur pour moi de prendre la parole ici et d'échanger un peu sur l'expérience. Je dirais que je partirais peut-être de mon expérience personnelle à l'expérience institutionnelle. Comme vous l'avez si bien dit, depuis 1996, on partait de la distribution à base communautaire. En 2000, on est passé au service à base communautaire. Et ça, c'est en République de Guinée, d'où je viens. Et ensuite, aux interventions à base communautaire à l'OAS pour arriver aujourd'hui à avoir une approche régionale de santé communautaire. Par rapport donc aux responsabilités et aux expériences qu'on a vécues avec les différentes politiques qu'on a appliquées en Guinée et dans la sous-région, nous avons une première expérience, confrontée d'abord à la définition de la santé. Nous nous sommes dit, nous avons toujours entendu parler de la promotion de la santé et tout le monde le prône. Il y a quelques ministères qui mettent en place même une cellule ou une unité en charge de la promotion de la santé. Mais en réalité, quand on regarde nos politiques, comment ils sont construits et orientés, on n'en prend pas acte ou on ne prend pas en considération la lutte ou l'intégration des autres secteurs dans la santé. Donc, ceci pose, la définition de la santé est claire. Nous savons que la plupart de ces définitions se rapportent aux conditions de vie de population en rapport avec leur bien-être qui sont apportés pas seulement que par les ministères de la Santé que nous connaissons aujourd'hui, mais par les autres secteurs. Et donc, quand on analyse également cette définition, on se rend compte que 90% de ceux qui concourent à la santé proviennent des autres secteurs. Mais lorsqu'on regarde nos politiques de santé, elles ne sont pas en lien, en phase réelle avec cela. Nous constatons que plus d'accent est mis sur le médical, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très gênant et qui montre aujourd'hui que près d'un demi-siècle après, on se rend compte qu'on n'est pas toujours en train d'atteindre les résultats globaux auxquels on escompte. On a vu les MDJ, on a vu aujourd'hui les ODD, et on se rend compte qu'on est encore loin d'atteindre les cibles que nous nous sommes fixées. Alors, il y a une réalité qui dégage de ces expériences en regardant les politiques et en les analysant. On voit que certaines de nos stratégies sont un peu décalées par rapport à ce qui devrait être. Et la question de réflexion profonde se pose. Devons-nous continuer à mettre l'accent sur le médical pour toujours, pour les 50 autres prochaines années, ou allons-nous changer de direction tout en continuant bien sûr le médical, mais à se focaliser cette fois-ci sur les aspects de prévention, sur les aspects de promotion parce qu'il faut mettre la santé dans toutes les politiques, mais aussi les questions de surveillance. On a connu Ebola, on a connu COVID-19, on a vu combien c'est important qu'au niveau des communautés, on puisse les impliquer. Tout le monde parle de l'implication, tout le monde parle de la participation communautaire, et ça depuis Almata, on le sait, mais concrètement,
comment on peut arriver à impacter la santé des individus et des ménages à travers les actions de santé communautaire. C'est là où on se rend compte qu'il y a de multitudes d'expériences, d'initiatives dans nos pays, mais qu'au sein du même pays, vous allez voir des stratégies différentes, à plus forte raison entre les pays. Et il est donc du ressort maintenant de nos expériences au niveau régional, en tant que OAS, institution spécialisée de la santé de la CEDEAO, confrontée donc à voir les différentes variances des politiques de nos pays, on se rend compte que ces initiatives ne nous ont jamais permis d'être d'accord et d'avoir le consensus sur ce qu'on entend par d'abord la communauté. Est-ce qu'on est d'accord de ce qu'on définit par communauté? Est-ce qu'on est d'accord de ce que c'est que la santé communautaire? Sommes-nous d'accord de ce qu'on appelle agent de santé communautaire? Donc, les définitions sont tellement multiples et les initiatives sont tellement variées qu'on se rend compte qu'il faut que nous tombions d'accord sur quelque chose. Et c'est ce que l'OAS a entrepris en faisant une analyse situationnelle de la mise en œuvre des politiques nationales de santé communautaire. On se rend compte qu'il faut que nous nous mettions d'accord sur les principes qui sous-tendent cette santé communautaire. Sa définition, le choix des relais communautaires, qui doit le faire, parce que nous disons tout ce qui est fait, si ce n'est pas fait avec les communautés, c'est comme si c'est contre la communauté. Cette démarche, même la désignation ou la nomination de l'agent de santé communautaire, doit-elle être faite par le système de santé ou par cette même communauté? Donc, nous pensons qu'il faut que la communauté choisisse ces agents qui vont travailler avec eux. Ils ont leurs propres critères qui sont différents des nôtres. Donc, il faudrait qu'eux, ils définissent ces critères et que l'agent qu'ils vont choisir, on peut les renforcer les capacités, mais que l'accent soit mis pour le travail de cet agent-là sur la prévention, la promotion et la surveillance, et non sur le médical. Nous avons défini à 2 niveaux les agents de santé communautaire de base, qui, eux, n'ont rien à voir avec les soins. Ils doivent être avec les ménages, au moins chaque semaine, et rapporter, détecter et rapporter. Alors, c'est là où nous pensons que par rapport à la protection de l'environnement et la contribution de l'environnement, cet agent pourrait voir, par exemple, la survenue des maladies comme des infections respiratoires aiguës. Cet agent peut voir avec les ménages, est-ce qu'il y a l'eau potable? Ils ont accès à l'eau potable ou pas? Il peut voir avec eux, est-ce qu'il y a l'hygiène? Les mesures d'hygiène sont prises? Il existe des sanitaires, des latrines, par exemple. Est-ce qu'on en a? On n'en a pas. Il peut voir avec eux l'assainissement du milieu qui est fait au niveau des ménages, etc., etc. Et nous pouvons voir même, et j'aime souvent le discuter avec mes collègues, la lutte contre le paludisme dont on parle. Est-ce qu'on va continuer même à distribuer des moustiquaires imprégnés qui coûtent cher et qui parfois dans certaines communautés, on ne sait même pas à quoi ça sert. Ça finit comme filet de pêche quelque part. Pourquoi ne pas promouvoir peut-être aussi des attitudes saines qui permettent de façon durable empêcher le moustique de rentrer dans les maisons en mettant juste des grilles au niveau des portes et fenêtres? Si le moustique n'entre pas dans la chambre, comment il peut piquer quelqu'un? Donc, on n'a plus besoin de moustiquaires. Il y a plusieurs habitudes de construction de nos maisons qui peuvent être influencées et changées positivement. Donc, pour tout ceci, l'expérience montre également que pour ces actions de santé communautaire, voilà quelque chose qu'on a souvent oublié, c'est l'implication des collectivités territoriales. Encore une fois, nous, de la santé, nous avons toujours pensé que nous pouvons tout faire, mais alors que pour encadrer les actions communautaires, c'est l'endroit par excellence d'appliquer la multisectorialité et d'appliquer la multidisciplinarité des actions pour la santé. Donc, seules les collectivités territoriales, autrement dit, les gouvernements locaux, parce que ce sont des représentants de l'État au niveau local, qui peuvent administrer le développement local en impliquant tous les secteurs concernés, y compris la santé.
C'est là où on saura que l'éducation est importante pour la santé, l'agriculture, la diversification alimentaire jusqu'à la transformation locale, les routes sont importantes, le commerce est important parce qu'on mange maintenant des produits importés qui ne sont pas de qualité, etc., etc. On va retrouver la santé dans tous les autres secteurs à ce niveau. Donc, c'est de promouvoir vraiment l'implication des communes, des collectivités locales, des maires en particulier, pour cela. Et nous finissons par aussi une autre expérience qui est que les partenaires techniques et financiers qui soutiennent nos pays, souvent, ne sont jamais d'accord sur la manière d'aider le pays. On est d'abord divers dans nos approches de santé communautaire, on est différents dans le type d'appui qu'on donne au pays. Et je pense aussi qu'il est du rôle de l'Organisation ouest-africaine de la santé de mettre tout le monde ensemble, d'être d'accord sur la démarche à faire. Avoir un seul plan, avoir un seul budget, avoir un seul cadre de mise en œuvre avec suivi et évaluation et bien évidemment savoir que les sources de financement sont alignées sur ce sur quoi on est d'accord. Lorsque nous réussissons cela, nous pensons que nous pouvons impacter ce que nous attendons comme action communautaire pour la protection de l'environnement. C'est ce que je peux dire. Et actuellement, si vous demandez la deuxième partie de votre question, c'est que l'OAS a entrepris, comme je l'ai dit tantôt, l'analyse situationnelle. Nous avons le rapport, nous savons les gaps qu'il y a dans les pays. Nous avons été mandatés par les ministres de la Santé à cet effet. Ça, c'était lors de leur assemblée ordinaire de Bissau en 2023. Et actuellement, nous avons, avec quelques partenaires, et le processus continue, nous sommes d'accord on a un consensus sur les principes fondamentaux qui sous-tendent la santé communautaire. Nous avons accepté d'être d'accord sur la définition de la communauté, la santé communautaire, les relais communautaires, la gouvernance qui implique les collectivités locales ou territoriales, le paquet essentiel ainsi que le manuel de formation, comment les agents vont être rémunérés et sécurisés, donc institutionnalisés, comment la digitalisation dont on parle aussi peut être un atout majeur à promouvoir ces actions communautaires et comment intégrer la multisectorialité dans les actions des collectivités territoriales. Donc, ceux-ci vont être partagés à large spectre avec les pays aussi pour l'adoption et ensuite pour l'accompagnement des pays avec les partenaires, toujours avec ce principe, on a un seul plan, on a un seul cadre de mise en œuvre et toutes les sources de financement sont alignées sur les besoins prioritaires des pays. Voilà un peu ce que nous pouvons faire et nous attendons les réponses qui peuvent venir par la suite. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que l'OAS joue un rôle critique dans la coordination et vraiment dans une approche qui permet à tous les partenaires de s'inscrire autour d'un plan commun et vraiment de pouvoir donc travailler de manière concertée et dans le cadre d'une synergie. Et c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de l'importance des évidences et le fait d'avoir cette analyse situationnelle et d'avoir ce document qui revient sur les principes de santé communautaire nous permettront aussi de pouvoir l'utiliser dans le cadre des différentes interventions que nous avons. Je vais à présent me tourner vers notre dernier panéliste qui a vraiment été très patient. Donc, finally, I would like to turn to Dr. Jitinji Jitahi, who's joining us virtually. He is the group CEO of AMREF Health Africa, which is the one of, or if not the biggest Africa-led international health organization. I've had the pleasure of being with you a few months ago in Geneva at another panel, and it's an absolute pleasure to have you join us today in Dakar virtually to be able to discuss the important role that communities can play, but also civil society and organizations like AMREF. So welcome and thank you again for your patience. I would like to similarly ask you, what if you could share with us some experiences
that you've encountered in terms of the interventions that you've had at all levels, and specifically with respect to the work you're doing at AMREF, to share with us the programs that you've been working on and really being able to address how to ensure that we have participation of communities at all levels and really in the most remote areas as well. So the floor is yours. Thank you. Well, thank you. Thank you very, very much, co-chair, for that. And yes, very good to see you again after our meeting up in Geneva. And to all the colleagues here, really, I was patient because I was learning a lot. So I was listening and learning, and I've learned so much from the colleagues who've spoken before, and reflecting on what they have said. I also confirm my language here, it's English. So 1 minute. So on listening to them, I'm also reflecting on the fact that we are at a very difficult place in history where we have one of the biggest risks in the health system that we have to contend with, and additional to other risks like the debt crisis, and additional to other risks which are related to climate itself, like increasing outbreaks. So we are at a very difficult place. And for us as AMREF, as an organization that works across the continent of Africa, as an indigenous organization working in Africa, and I give a shout out to my colleague, Awa Dieng, who is in the audience right now, who heads our Senegal work. We are concerned because we have been working for many years to build health systems, and it has been discussed exhaustively, especially the contributions from WAHO, that we build primary healthcare and universal health coverage community up, meaning starting with community health systems and strong, resilient community health systems for years. So for us, community centrality in the health system is not new. We consider communities actually as the most critical building block of the health system. And as we look at the health system, 6 building blocks of WHO, we always advocate that the people, the communities, are actually the strongest building block. And actually we ask that they are included, not as the 7th, but as the first building block, and then plus the other 6. Now, with that in mind, and with the risks that we are talking about, we have then to ask ourselves, what do we do with this crisis? What do we do, and how do we build resilience? The first thing to say is that communities are aware there's a problem because we work with thousands of them. They're aware there's a problem, but they don't know, or they don't think, or they do not consider the problem as a climate crisis. They don't consider the problem as a climate crisis. They consider it as a life crisis. And the reason they consider it as a life crisis is because that's what they experience. They see it as a health crisis. They see it as a food crisis. They see it as a water crisis. They see it as a livelihood crisis, and especially most impact on women, girls, and especially young people. So that's how they see it. But why so? Because if you look at the communities we work with in Africa, I'll just give you some quick statistics. Energy consumption is limited by availability. Our communities have huge energy poverty. So when you look at my country and you look at carbon emissions, my country's carbon emissions are 0.4 metric tons per person per year. 0.4. In Senegal, it's about 0.7. In the entire continent of Africa, it's about 2 metric tons per person per year. If I was to compare that with the US, with Europe, with some, Middle East, in Middle East, Qatar is 37 metric tons per individual per year. In the US, it's 14. So the difference is so significant that when you look at our communities from a mitigation point of view and a climate crisis point of view, they wonder what you're talking about, because these terminologies of carbon emissions and this kind of thing are not their day-to-day lives. They're actually just thinking about food, water, and health. And therefore, we as an organization approach it from that point of view. We approach it from the point of view of
what health programs do we need to do, or how do we adapt our health programs to the understanding of our communities in a manner that they are real to them, they are relevant to them, and they resonate with them. And therefore, we adapt our maternal health programs and our child health programs and our water and sanitation programs to climate resilience. So we don't do different things. We are not going to the communities telling them, we need you to reduce your fossil fuel consumption because it is minimal. Some of them are, many of them are energy poor. So this is our main approach. And therefore, we advocate or we talk about how is it that the community themselves, who, as was said earlier by one of the contributors, that resilience is not brought to communities. Communities have developed their own resilience. Communities that are in a flooding situation don't wait for us to respond. They actually start to respond, as we saw previously in a Kenya flooding event, where 51 people died, more than 1,000 pregnant women were displaced in one night because there was extreme rain and something that was upstream, a small dam, broke at night and drove, swept communities, meters and meters away from where they were living, and they died that night. When we woke up in the morning, we found communities fetching the dead. We found them retrieving those who are not dead and taking them to hospitals. They did not say, we are waiting here for resilience to come. So resilience, wherever it is built in the community. It's them who actually face the challenge, and they then go out and respond. And therefore, for us to be resilient, we have to build the resilience in the communities before they need it, because when they need it, they will respond to the intrinsic resilience that they have internally. Now, on the health side, we are looking at what is it communities can help with to actually improve this resilience. So we have worked with the community health workers, that was reflected on very fairly here, and asked communities have heat stress, they have flooding that happens to them in informal sectors that was said by the mayor of Freetown. Communities wake up at night and they're flooding in their houses. They don't just wait. So what do we do with those? What do we do with communities that are suffering increasing cholera? And how do we build their resilience to ensure they actually can have early warning systems for these incidences within themselves? So we have worked with communities, for example. I'll just give you two incidences and then I will hand over back to you. One of them is that in Tanzania, about last year, Ali, when there was Ebola in Uganda and there was a risk of Ebola going to Tanzania, we worked with CDC to train communities on event-based surveillance. So community health workers were trained on how to identify events that were unusual in their communities. They didn't need to have clinical acumen to tell what these events were. And they just needed to see unusual events and they would report them on their mobile phone, either through text or internet. And out of this training to watch out for Ebola, that is how the first Marburg outbreak of Tanzania was noticed by a 21-year-old female community health worker who, through her event-based reporting on her mobile phone, reported that she has seen unusual events in one family, that one person was taken to the hospital, another one, and then the nearby doctor was in hospital. And this is how the Marburg virus was identified, because of this community health worker with resilience in her hands, not waiting for us to show up and ask her questions. More recently, we are working with the support of many partners, including a One Health approach, bringing in veterinarians, the veterinary research, and ourselves, building a community observatory for climate resilience, where we have actually given community health workers, about 20,000 of them, mobile phones or using their own mobile phones. And we have a simple dashboard. They report on event-based surveillance digitally if they can. And once we receive this, they also match that up with weather data that is near them, where we presented weather points, which have hydrometers, thermometers, and they read that data regularly and they combine it with what they are seeing and they load that up. And out of this, we had an incident where in northern Kenya, in the semi-arid area, where livestock started to die. And livestock is one of the reflection of communities for climate change. For them, they see it as a livelihood issue. And when these animals started to die, the community health workers reported the incident. And on going close, we found that one of the dams that they were using for feeding their cattle was drying up.
an algae was reproducing, and this algae, because of the heat, was producing a lot of nitrite, and this nitrite is what actually led to poisoning of these animals, and was also poisoning individuals, and therefore we were able to work with the Ministry of Health to kind of bring some of these challenges to an end. So we know that community resilience is the only way to go, but it's not to take it to them, it is to build what they have through digital systems, knowledge, evidence, and to support them continuously, and to repurpose our government's nationally determined contributions from focusing so much on reducing fossil fuel usage, for reducing greenhouse gases, which it's important for them in Africa, but reducing from 0.4 in Kenya to 0.39 does not actually avert a global crisis of climate change, though it is important for planting trees for the people, ensuring the environment is clean. Our focus in Africa should be to maintain where we are on renewable energy, but most importantly, to put our money into enhancing the existing community resilience, and therefore adaptation plans in our national determined contributions should be disproportionate to mitigation plans. Thank you, and I'll hand over back to you, Chair. Thank you very much, Dr. Gitahi, for those very important insights and experiences that you've shared with us. And certainly, it all starts at the community, and we need to realize, how we need to also be communicating and ensuring that, we are accounting for the way in which things translate at the community level. And I particularly liked what you said in terms of the climate crisis. It's not a climate crisis, it's a life crisis. And going back to really looking at, those key priority areas that we need to sort around, food, nutrition, water, health, and really these key thematic areas we're talking about. And also the One Health approach, I think, is critical and instrumental. And we need to also ensure that we're continuously looking beyond, human health and all of the other determinants. And so we have come to the end of the questions for our panelists, but we have the great pleasure of having some special guests with us today. Et je voudrais donc à présent me tourner donc vers nos invités spéciaux. Je vois que le docteur Maïmouna Diop-Ly est donc ici avec nous. Donc, Maïmouna est la directrice exécutive et fondatrice de SICAS. Et donc, Maïmouna, on voudrait te demander de partager avec nous ton expérience et tes réactions par rapport à tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Yacine. Peut-être je vais me lever, voir la salle. Merci beaucoup, Yacine. Donc, effectivement, c'était une discussion très intéressante et j'ai bien retenu toute la problématique de besoin d'avoir la résilience par rapport au changement climatique et aussi l'aspect multisectorialité. Moi, ce que je voudrais partager, surtout en tant que fondatrice d'une structure qui a pour vocation de mettre en place des aliments à haute valeur nutritionnelle, mais aussi sur la base de produits locaux et qui sont résilients au changement climatique. Je pense que c'est là où il y a vraiment l'importance, puisque j'aime bien le répéter, je pense le docteur Naboudou en a parlé, Hippocrate a dit la nourriture est le premier médicament de l'homme. Ça, c'est tout à fait fondamental parce que la nourriture, c'est pas seulement pour se nourrir, pour la faim, ça nourrit tout, le cerveau et tout, et c'est un gage de santé. Donc, c'est vraiment un aspect important par rapport à la santé et aux autres aspects. D'un point de vue de la nutrition et des changements climatiques, je pense qu'il est important de rappeler que le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, et notamment la région du Sahel, regorgent de beaucoup de plantes à haute valeur nutritionnelle et résilientes au changement climatique, mais qui, malheureusement, on les appelle maintenant des plantes oubliées, négligées. Ce sont des plantes qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser maintenant, mais qui traditionnellement étaient dans toutes les recettes. Et l'idée, c'est de faire revenir ces plantes. Parce que pourquoi ces plantes, elles sont importantes d'un point de vue des changements climatiques? Elles peuvent pousser dans les zones très arides. Elles n'ont pas besoin tout le temps d'avoir beaucoup d'eau. Donc, par rapport au changement climatique, c'est vraiment un plus et elles sont accessibles aux populations puisqu'elles poussent dans la nature. Par exemple, si vous voyez le fruit du baobab, c'est un fruit très, très riche. Vous avez toutes les variétés de mil, vous avez le fonio
Et ce qui est assez intéressant de pouvoir mettre en place des politiques qui vont remettre en la culture de ces plantes et la consommation locale de ces plantes dans l'alimentation des populations et au niveau des communautés qui, elles connaissent ces plantes, mais elles ne les valorisent pas parce que d'un point de vue socio-économique, elles ne voient pas l'attrait qu'on peut avoir à ces plantes. Donc, juste donc pour dire que ces plantes ont des avantages certains. Donc, les avantages par rapport à la nutrition, c'est qu'elles sont très riches en vitamines, en minéraux. Elles sont très riches en fibres. Ce sont des plantes dépourvues de gluten si on compare au blé qu'on est obligé d'exporter de l'Ukraine et qui est très cher. Et ce sont des plantes, comme je l'ai dit, donc résistantes au changement climatique. Donc, c'est ça un peu, en ce moment, moi, la revue que je suis en train de faire par rapport à l'aliment que je suis en train de mettre en place et qui comprend le fonio, donc qui est une de ces plantes, qui comprend le fruit du baobab, qui comprend le mil, qui comprend l'arachide et le haricot local, et qui donc, au finish, sans besoin même de fortification, donne une grande valeur nutritionnelle déjà pour les populations, donc avec un focus d'abord sur les personnes âgées, mais le focus sera, on aura aussi d'autres cibles qui viendront plus tard. Donc, ça pour montrer tout au long de la chaîne de valeur, parce que c'est de la production à la table. La nutrition, c'est ça. Et tout au long de la chaîne de valeur, c'est la considération justement de ces aspects de multisectorialité, puisqu'on a tout le volet de l'agriculture, on a le volet commercial, puisqu'il y a toute la vente, on a le volet économique, parce qu'il faut pouvoir étudier les prix, il faut pouvoir se baser sur les produits qui sont beaucoup moins chers et il faut pouvoir se baser sur les produits disponibles donc, au niveau local et travailler vraiment avec le ministère de la Santé, notamment dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles et la nutrition en général, hein, puisque la malnutrition qui est provoquée parce que les gens, on sait qu'avec les changements climatiques, tous les ans, on a une insécurité alimentaire récurrente et qui aboutit sur une malnutrition avec tout ce qu'on connaît comme déficit ou d'un point de vue immunitaire qui va amener donc beaucoup de maladies. Donc, je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est ce que je voulais juste dire pour dire retournons vers les cultures résilientes au changement climatique, consommons les produits à base de cultures résilientes au changement climatique. Et je pense qu'on améliorera la santé des populations et surtout le niveau socio-économique des populations. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ce message fort et nous avons bien pris note du call to action et nous ne manquerons pas de faire le plaidoyer pour cela et de l'appliquer nous-mêmes. Donc, je voudrais à présent voir s'il y a d'autres invités spéciaux qui sont présents ici. On m'avait mentionné donc le docteur Abdourahmane Gueye de Enda Santé Sénégal. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Et si vous pouvez, voilà, lui donner le micro. Bonjour et merci. Ce n'est pas Dr Abdourahmane Gueye, c'est simplement Abdourahmane Gueye. Je travaille à Enda Santé. Alors, on m'avait dit que vous avez, on a 3 minutes. Ah, ça va être compliqué. Alors, moi, comme disent les avocats, je fais une motion préjudicielle parce que c'est difficile en 3 minutes de parler de tout un vécu ou bien des expériences importantes. Non, je vous envoie le 6 aussi, ça fera 9. Bon, d'accord. J'ai l'habitude de recevoir l'ordre des femmes, donc j'exécute. Bien, alors, nous avons tellement d'expérience d'innovation par rapport au changement climatique, par rapport à l'environnement, que j'ai l'embarras du choix. On a une expérience sur la prise en charge communautaire de la malnutrition, une expérience sur la mise en place des plateformes locales de changement climatique, une expérience sur l'environnement ou bien les sensibilisations sur l'environnement, en tout cas pour que les enfants prennent en charge ou bien soient conscients, développent très tôt le réflexe de la prise le réflexe de la préservation de l'environnement. Mais bon,
c'est Dr Keita qui m'a convaincu de prendre la nutrition. C'est ça, parce que vous avez parlé d'approche médicale. Alors, moi, je vais donner l'expérience d'Enda Santé sur la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois et chez les femmes enceintes dans la zone dans le district sanitaire de Popenguine. Alors, comment ça s'est fait? Nous l'avons fait une approche vraiment communautaire en mettant en place ce qu'on appelle les greniers de l'enfant. Alors, le grenier de l'enfant, le concept, c'est quoi? C'est mettre en place un cadre communautaire de prise en charge de la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes, en mettant en avant non pas l'approche médicale, mais l'approche santé. Alors, comment ça se fait les greniers de l'enfant? C'est d'abord une grande négociation, une forte négociation avec les autorités sanitaires, le district sanitaire, des ateliers villageois de négociation, là où on implante les greniers de l'enfant. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a vu que depuis les années 60 jusqu'à présent, l'approche médicale n'a pas donné, au fond, ça a donné des résultats. Mais en tout cas, nous ne nous a pas mené là où on voulait aller. Alors on s'est dit, pourquoi pas travailler sur l'approche communautaire. Donc, c'est pour aussi casser la dépendance des mères par rapport au plein PISOP et plein PNUD qu'on donne dans les cases de santé ou bien dans les dispensaires. Parce qu'une maman qui est à 20 km de son dispensaire, si elle n'a pas le billet pour arriver là-bas, l'enfant retombe dans la malnutrition. Une maman qui est, les femmes sénégalaises, elles aiment tellement les notes, qui a un note aujourd'hui, est-ce qu'elle va prendre son enfant pour aller, ainsi de suite, ou bien les cérémonies familiales? Donc, pour casser la dépendance de la lutte contre la malnutrition par rapport au plein PISOP et plein PNUD, parce qu'on ne sait pas c'est fait avec quoi, nous, on a mis en place un système qui permet de faire la promotion de nos mets locaux et de faire la promotion des produits locaux. C'est-à-dire, à partir des produits locaux, de lutter, en tout cas de prévenir la malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois. En quoi faisant? En mettant en avant les relais communautaires, les badjanougor, ainsi de suite, les ICP, c'est-à-dire les infirmiers chefs de poste, en mettant en avant le district sanitaire qui nous protège, et dans chaque village où on met un grenier de l'enfant, on négocie d'abord, on organise ce qu'on appelle un atelier villageois de négociation. Ce qui fait que toute la communauté va s'impliquer, comme madame la docteure a parlé d'implication et d'appropriation. C'est pour ça. Donc, un comité de gestion est mis en place. Mais parallèlement, on forme le relais communautaire sur les questions nutritionnelles, prise en charge la valeur nutritive des aliments. On fait aussi des ateliers sur les plats locaux, les mets locaux qui étaient là traditionnels pour les revaloriser un peu. Et le grenier, le principe du grenier, c'est que chaque personne ressource dans le village contribue à l'approvisionnement du grenier. C'est-à-dire, on ne donne pas de la dépense, mais l'approvisionnement du grenier est assuré par la communauté elle-même. Chacun contribue. Donc du riz, du niébé, des arachides, ainsi de suite. Merci beaucoup. Bravo. Alors, là où je vais conclure, c'est qu'au niveau du district sanitaire de Popenguine, on a commencé par un projet pilote de 6 greniers. Après, on est arrivé à 33 greniers. Et un jour, on a eu la visite de notre bailleur. Le médecin-chef lui-même a empoigné le bailleur. Il lui a dit qu'il faut que tous les villages du district sanitaire bénéficient d'un grenier. Et aujourd'hui, on est à 56 greniers dans le district communautaire. Et il y a d'autres, vraiment, j'aurais bien voulu l'expliquer. La prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci beaucoup, Monsieur Gay, pour cette intervention. Donc, je ne veux pas terminer cette session sans donner l'opportunité à l'audience, s'il y a une ou deux questions que vous voulez poser à nos panélistes,
avant que nous puissions clore. On va en prendre deux, hein, parce que sinon, je sais qu'il y a certains membres donc, qui sont attendus au niveau d'un autre symposium. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai essayé de limiter le temps pour que tout le monde ait un temps de parole. Donc, on va commencer de ce côté et ensuite de l'autre côté. Et puis, on laissera les panélistes répondre. Merci. Hello, thank you all for being here. It's been nice to listen to you all share your insights and experiences. My name is Sabrina. I'm a Master of Public Health student at Harvard and really happy to be here among you all. I appreciated listening to all the different community-based approaches you have proposed to build climate resiliency. But I think one thing I believe is important to also discuss is how do we hold wealthy polluters accountable for climate change, especially because those of us in the global south are the ones experiencing most of its implications. Thank you. Yes, we'll take the next question. Maybe we'll take, okay, I see there were 4 hands. So we'll take the four questions and then we'll Bonjour. let the panelists answer the ones that they would like to answer. Thank you. Bonjour. Bonjour. Merci aux panélistes. Moi, c'est Sokhna Assi. Je suis infirmière d'État. Je suis surveillante de l'unité de nutrition de l'hôpital des enfants de Diamniadio. Et j'aimerais bien partager l'expérience qu'on est en train de vivre au niveau de l'hôpital d'enfants de Diamniadio. D'abord, dans la prise en charge nutritionnelle. Je voudrais dire peut-être en phase avec mon collègue qui vient de passer, mais aussi en face. En phase parce que je suis d'accord dans sa prise en charge, parce que ça se fait au niveau de ma structure. Mais en face parce que au niveau de l'hôpital d'enfants de Diamniadio, c'est une prise en charge des cas compliqués de malnutrition. Donc, on est dans le curatif. Et comme on a constaté, dans la prise en charge nutritionnelle, pratiquement les partenaires, les bailleurs, les formations se font toujours au niveau communautaire. On oublie des fois le niveau central, le niveau hospitalier. Et pourtant, à chaque fois qu'on a une prise en charge compliquée, on l'envoie à l'hôpital. La prise en charge se fait à 3 niveaux. D'abord, pour la prise en charge nutritionnelle, il y a le niveau URNC communautaire, il y a l'URN qui est toujours au niveau des centres de santé ou communautaires, mais il y a le CREN aussi qui est en milieu hospitalier. Et au niveau hospitalier, quand la prise en charge est faite, on se retourne dans la prise en charge communautaire avant que le malade ne sorte de l'hôpital. Donc, moi, j'aimerais poser, est-ce que les bailleurs ou les partenaires, dans le programme de prise en charge nutritionnelle, tiennent compte des moyens que l'hôpital, le niveau hospitalier débloque pour prendre en charge ces cas de malnutris? Ça aussi, l'hôpital le réclame. Le personnel de l'hôpital a besoin de mise à niveau, d'une capacitation. Donc, pour savoir les nouvelles recommandations. Et au niveau de l'hôpital d'enfants de Diamniadio, nous, on est dans une dynamique de prendre en charge l'ensemble des maladies de l'enfance. C'est pourquoi, au niveau de la nutrition, on fait une prise en charge conjointe. Je vais m'arrêter là. On fait une prise en charge conjointe entre la vaccination et la nutrition. C'est ce qu'on a appelé à notre niveau la médecine préventive et sociale. Donc, c'est important d'impliquer le milieu hospitalier dans les financements pour les formations
et dans la disponibilité et l'accessibilité des intrants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution et cette question. Donc, je vais me tourner vers nos... Bon, il y a une question, mais s'il vous plaît, hein, essayez d'être bref parce qu'on est vraiment en retard par rapport au programme. Donc, je compte sur vous, mais je ne peux pas ne pas vous donner la parole. Allez-y. Moderator and the panelists. My name is Shagun Bello. I apologize. I might break the protocol because I'm a special guest for this panel, but maybe I'm not sitting in the right position. I'll just make my contribution to the discussions. I was invited. I participated as the principal investigator for Nigeria health system resilience study during the COVID-19 pandemic, and so I will be sharing just a few insights from that study with us. And I mean, obviously, there was a bias towards the health system in our study, but for community resilience to climate change, we expect that some other systems, community systems, will also be involved, like the social, cultural, and economic systems. So basically, community resilience will include both the health systems and some other, community systems. So what we learned from our study was that, communities have, communities differ in their ability to withstand climate change, health system change or challenges that comes up. And some of those communities that responded better were termed as positive deviants in our study. And it is very important because there were some adaptations that some communities made, which the regional and the national level of governance can learn from and want to transfer knowledge from learnings from these communities to other communities, and also to learn which ones are sustainable, because in developing policies we need to also pay attention to those adaptations that are sustainable, because especially during crisis, climate change crises that are at the level of a disaster, we have external efforts or external supports that are coming into communities. Some of these supports may not be long-lasting and may not be sustainable. So for policymakers, it's important to learn from some of these positive deviant communities and introduce introduce some of these learnings into policies, and also plan on how to improve the capacity of the community for sustainable adaptations. Thank you. Thank you very much, Dr. Bello, for your contributions, and apologies for not acknowledging you as a special guest. I did not know you were in the room. And so perhaps before I hand it over for the last question, just wanted to see if we had Mr. Kwaku Agyeman Manu, former Minister of Health of Ghana, in the room. And anyone from the Dakar municipality, they had said there may be a representative. Okay, just wanted to make sure there weren't any special guests expecting to speak that had not been called on. So final question, 45 seconds. Thank you. Bonjour à tout le monde. Merci pour la parole. Moi, je m'appelle Salomon Koli, un agent technique du ministère de l'Environnement, particulièrement dans la gestion de la qualité de l'air. Ma question s'adresse au docteur Fatou Falndoy. Donc, dans votre intervention, vous avez parlé de types de données épidémiologiques et climatologiques. Donc, nous sommes très intéressés par ces données. Donc, nous voulons savoir
quel type de données avez-vous utilisé et sur quelle base avez-vous posé vos interprétations pour pouvoir apporter des actions ou solutions résilientes? Parce que sur le domaine des changements climatiques, donc actuellement, nous devons être capables d'avoir une base de données sur lesquelles s'appuyer et avoir des études scientifiques pour pouvoir faire des prévisions afin de pouvoir apporter des solutions pour pouvoir permettre aux populations, au moins si on ne peut pas empêcher ces changements climatiques, mais permettre aux populations d'avoir donc des actions pour pouvoir faire face, c'est-à-dire faire face à ces changements climatiques, avoir une solution résiliente. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Donc, je vais à présent me tourner vers nos panélistes et puis on va commencer avec le docteur Keita et continuer jusqu'à David. Je pense que nos collègues en ligne se sont déconnectés, mais si ce n'est pas le cas et qu'ils souhaitent intervenir, on leur laissera l'opportunité de le faire avant que Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé puisse conclure cette session. Merci. Merci. Je pense que je n'ai pas eu de questions très spécifiques adressées. I am here, Madam Chair. Et aussi, je n'ai pas bien capté, entre-temps, la première intervenante, celle qui a posé la question en première. Je crois qu'on n'a pas bien saisi. J'ai juste entendu vers la fin la question de redevabilité, mais je ne sais pas, elle parlait de quelle partie, redevabilité, de quel côté. Je n'ai pas saisi cela. Concernant la question pour la prise en charge des cas de malnutrie, je crois que Fatou Fall va répondre à cela. Nous voulons vraiment tout faire pour intervenir avant. Donc, si nous avons des agents de santé communautaire de base qui peuvent sensibiliser les ménages afin de savoir comment diversifier et comment vraiment préparer les aliments pour les enfants, cela va diminuer le nombre de cas de malnutrie dont on aura à faire au niveau des structures de prise en charge. Mais je pense que les structures sont aussi construites pour cela. C'est tous les cas, il y aura toujours des malades, comme on dit. Quand on critique l'approche médicale qui est beaucoup plus promise aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il faille arrêter cela. Donc, il y aura toujours des malades. Mais notre tendance, c'est qu'on puisse réduire de façon drastique le taux de morbidité et par conséquent le taux de mortalité en allant à l'avant et en prévenant au niveau des ménages. Nous, on parle vraiment des actions au sein des ménages. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question qui m'avait été adressée. La première chose, c'est qu'au niveau, comme je le disais, au niveau du Niger, où il y avait une approche multisectorielle avec les différents départements qui nous permettent de deviner un tout petit peu, excusez-moi, c'est une de mes notes. Et cette approche multisectorielle, comme je le disais tantôt, avait permis d'identifier le nombre des nomades, leur itinérance, les zones de stationnement et même la durée de leur séjour pour pouvoir les retrouver. Donc, avec cette multisectorialité. Pour ce qui concerne, on essaye même de réfléchir, j'ai beaucoup d'ingénieurs dans mon équipe, à réfléchir, à travailler avec les services météorologiques pour développer des modèles prédictifs qui vont permettre de pouvoir anticiper sur un certain nombre de survenues de maladies. Au niveau du Sénégal, nous sommes en train de faire un travail rétrospectif et prospectif, en travaillant en collaboration avec le secrétariat à la sécurité alimentaire et avec l'ANACIM. Nous avons fait une étude rétrospective sur 30 ans et une étude prospective sur 30 ans, jusqu'en 2080, pour voir en fonction du changement climatique, quel sera l'impact sur la sécurité alimentaire. Et nous voulons publier ce travail-là. Donc, ce travail est en cours d'élaboration et je partagerai volontiers avec vous, je vous échangerai ma carte parce qu'il y a différents spécialistes qui travaillent dans ce domaine-là et qui pourront plus à même, notamment dans votre spécialité, sur les aspects de météorologie et sur les aspects de climate change, pouvoir répondre sur les modèles statistiques sur lesquels ils travaillent. D'accord? Donc ça, c'est bon.
à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est sur la malnutrition. Et je rejoins tout à fait le docteur Keita. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la prévention, c'est la prise en charge, c'est au niveau communautaire. Et on a vu ces derniers temps, et docteur Maïmouna Diopli ne me détrompera pas, il y a plusieurs ateliers qui ont été mis en place, notamment pour mettre en place, pour harmoniser les nouvelles normes de l'OMS en termes de prise en charge de la malnutrition aiguë. Et la tranche d'âge qui pose problème, parce que souvent, et nous n'avons pas de données à ce niveau, il n'y a pas de données désagrégées dans le DHIS2, dans la tranche d'âge entre 0 et 6 mois. Et c'est cette tranche d'âge qui pose problème, où la prise en charge des enfants de moins de 6 mois, mais également la prise en charge psychosociale de la mère. Et il y a de nombreux ateliers, et je voudrais répondre à madame, qui ont été faits par l'UNICEF, par l'OMS, par l'ensemble des partenaires techniques pour la mise en place avec le CNDN, la DSME, pour la mise en place de ces nouvelles normes de prise en charge des enfants de moins de 6 mois. Et l'ensemble des patrons de la pédiatrie assistés, l'ensemble des acteurs, que ce soit les PTF, les cliniciens, les épidémiologistes, l'ensemble des acteurs ont participé à ces différents échanges. Donc, l'aspect curatif n'a pas été occulté. Et la semaine prochaine, il y a un atelier qui sera fait dans le cadre de la DSME pour la prise en charge justement de cette tranche d'âge qui pose problème et qui n'avait pas été prise en charge, notamment ces enfants de moins de 6 mois où on n'a aucune donnée dans le DHS2. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas d'études dans ce cadre-là. Et c'est cette tranche d'âge qui pose énormément de problèmes dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. Et donc, il y a un travail qui va être fait. Ascan a été associé avec le ministère de la Santé pour travailler dans le cadre d'un pilote pour pouvoir développer, en tout cas, des évidences par rapport à la prise en charge de ces enfants-là, telles que recommandées par Emergency Nutrition Network. Je vous remercie. Yes, thank you. Thank you for the questions. I'll try to be very quick so that we don't run out of time. But the point about positive deviance in Nigeria, in adaptation and transferring lessons, that's exactly what I'm talking about. And we should catch up afterwards over lunch or something to share our experiences, because there are major challenges. There are two real challenges in doing what you're talking about. One of them is a scientific challenge of understanding the strategies in a positive deviant area in adaptation and what are they doing so well. And the other is kind of a policy translation challenge of how do we share those lessons in such a way that others can learn from that experience. So I would love to catch up and learn more about Nigeria in that case. About the question from the Children's Hospital, I think so much starts with a good plan. And this is why I really liked your comments, Dr. Keita, about having one plan and ensuring that development partners are well coordinated. And I think there's really a role for the scientific community in helping that and providing the evidence that should be in that plan. And I think being able to predict where there will be major impacts of climate change can contribute to that, and there's a real role for evidence in that. And finally, your question about holding wealthy pollutants accountable. I think there's a role for the health community that can be really powerful in maybe not holding accountable, but at least pressuring the wealthy countries and private corporations towards decarbonizing by putting a human face to what they're doing. By pointing out that just the burning of fossil fuels alone, in terms of air quality, kills 5 million people every year. I think it can be a really powerful story to talk about the global picture of that and relate it back to individual humans' lives. Talk about the devastation of desertification in various parts of the world. So there's a role for the health community in putting that pressure on climate mitigation, and we can support that through the scientific community again.
Thank you very much. And just, I saw that Dr. Jita, he was still online. So the floor is yours if you want to take it. The questions have actually been answered, so I'll not take long. It's just to say that what I'm hearing a lot of is that we need to also take this conversation to the community level, meaning that other than only building the resilience of communities, we need to enable some platform for community governance. Communities themselves need to be part of the governance at a local and national level, because most of these conversations we are having have to do with legislation and policy change. And the communities can actually push their parliaments and legislators and the leaders they elect to actually make changes at a national level to improve financing or funding to this resilience. As they say, love is shown in budgets. And the only way to get budgets is to actually go to parliament to allocate that love through budgets to build community resilience and therefore include the communities in the governance. Secondly, is communities, as was said last, to start to position this really as a health issue. That health is the face of the climate crisis. It is health as the face of the climate crisis. And no amount of conversation about carbon emissions will position health as the real face of the climate crisis. So we need to use health and life stories on the mitigation agenda, as was said. We need to bring this to the COP29, which is coming up in Azerbaijan in a few months. And as many community voices and experiences can be shared with the policymakers, the better. Finally, is to invite all of you to our biannual conference. We have it in Kigali in March next year, March 2nd to 5th. And we will be discussing social and ecological determinants of health in Kigali, 2nd to 5th of March. And this conversation will be there. We'll be working, of course, with the post-COP conversations, with the governments, with communities, and also sharing the knowledge and evidence that has been created by different stakeholders in this agenda. I think that would be my final contribution. And thank you very much, Co-Chair, and back to you. Thank you very much for the invitation. We will be there and we'll make sure to also include it in the recommendations coming out of this session. I believe Mayor Akisoyer is no longer with us, but just want to double check. Okay, perfect. Well, I will now hand it over to my co-chair for the closing remarks. And thank you very much. Ok, merci beaucoup. Donc, nous voilà au terme de la session de ce panel. Avant de procéder à la clôture, je voudrais donner une information. Tous les intervenants du panel sont priés de se rendre au restaurant Adriana pour le symposium. Je voudrais d'abord féliciter les panélistes. Cela vient de nous démontrer que nous n'avons plus le droit de faire du pilotage à vue un moyen de déploiement de nos politiques. Du simple fait que nous venons de démontrer que les preuves aujourd'hui que nous générons sont d'importants outils qui nous éclairent dans la façon de prendre en charge, même dans la façon de construire et de déployer nos politiques. Nous avons eu des interventions qui ont permis de démontrer que le processus aujourd'hui mis en place pour générer des preuves permet d'être plus efficace dans la façon de lutter contre certains déterminants négatifs, mais aussi de potentialiser les déterminants positifs dans le cadre de la lutte pour la santé et le bien-être. Particulièrement dans le volet de la lutte contre la malnutrition, des formidables initiatives qui ont été partagées à travers l'initiative de ENDA sur les greniers de l'enfant, mais également l'appel qui a été lancé pour utiliser les cultures résilientes au changement climatique.
pense que nous avons véritablement des expériences extrêmement intéressantes et l'OAS avait l'habitude, en tout cas, d'organiser des rencontres sous-régionales où c'était le partage des leçons apprises, où pratiquement tous les pays étaient invités à venir partager des expériences vécues. Mais cela avait surtout comme moyen, comme objectif, de pousser les uns et les autres à utiliser la culture de la capitalisation. Nous faisons d'excellentes choses, mais on ne prend pas le soin de les documenter, de les mettre dans un format partageable. Aujourd'hui, la plupart des intrants scientifiques que nous recevons, si on y réfléchit, on voit qu'effectivement, ça, on l'a déjà fait. Mais on n'a pas eu le temps de documenter, de le mettre sur un format à partager avec la communauté scientifique, mais aussi les politiques et autres acteurs. D'où l'importance, encore une fois, pour ce panel, de revenir sur l'utilisation de la démarche recherche dans tout ce que nous faisons. La démarche recherche nous permet d'interroger nos pratiques, de pouvoir capturer ce qui fait sens et qui pourrait éventuellement aider à éclairer les différentes dynamiques, particulièrement les changements climatiques et ses effets sur notre façon de vivre, mais également sur la prise en charge des maladies. Donc, encore une fois, merci et je souhaite en tout cas que ces genres d'exercices se multiplient, qu'on puisse autant que faire se peut de les organiser et pousser les acteurs à plus de partage pour que nous puissions relever les défis particulièrement qui sont générés par les changements climatiques. Donc, je voudrais, au nom de la présidente de l'association du Forum Gallien en Afrique, remercier les uns et les autres, mais particulièrement les panélistes et vous souhaiter bon appétit. Merci.